J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes tous certainement choqués et indignés par la polémique qui a éclaté autour d'un historien, pseudo-historien, ou celui qui se prétend être un historien, un certain Mohamed Lamine Belghit, qui a prononcé des propos, qui a tenu plutôt des propos extrêmement choquants, extrêmement haineux et discriminatoires sur la chaîne de télévision émirati Sky News Arabe depuis 48 heures. On a déjà parlé aujourd'hui dans une première émission des tenants et des aboutissants de l'hypocrisie qui entoure cette polémique, on parle beaucoup des Émirats, mais on ne parle pas du personnage lui-même, Mohamed Lamine Belghit, qui est à l'origine de la polémique, parce que la journaliste de Sky News lui a posé une question qui se justifiait dans le contexte de l'interview, parce qu'il a tenu déjà auparavant, bien avant cette interview, des propos où il a fait des analyses plutôt qui lient la question complexe des Amazirs et des droits des Amazirs en Algérie avec le développement de la crise politique entre l'Algérie et la France. Mais Mohamed Lamine Belghit, c'est un personnage sur lequel il faut s'attarder, parce que ce personnage illustre, à mon avis, le projet idéologique qui se cache derrière la crise avec la France. Il y a de cela quelques jours, je vous avais fait une analyse dans laquelle je vous avais prévenu que la crise entre l'Algérie et la France n'oppose pas uniquement les dirigeants algériens et les dirigeants français, qu'elle ne concerne pas uniquement des problèmes qui peuvent être résolus autour d'une table de négociation, que le sentiment ou le projet anti-français en Algérie et que les extrémistes et les zélateurs qui essaient d'exploiter la crise avec la France ont un projet idéologique, sont liés à un courant au sein du pouvoir algérien, au sein de la société algérienne. Il est extrêmement fort, il est bien enraciné, mais au sein du pouvoir algérien, ce courant essaie de se développer coûte que coûte, en utilisant à chaque fois, en surfant plutôt à chaque fois, sur les vagues houleuses des crises politiques et diplomatiques entre l'Algérie et la France. Ce courant, c'est le courant Bédissi à Novembaria, ce courant religieux et conservateur, avec une coloration islamiste, mais un islamisme light, et pas l'islamisme pur et dur de celui qui a voulu prendre le pouvoir durant les années 90 en Algérie. Je m'explique point par point. D'abord, Mohamed Lamine Belghit, il faut comprendre il faut connaître sa biographie pour comprendre le personnage et pour comprendre pourquoi il a été rapidement utilisé par ce courant arabo-conservateur ou arabo-islamiste dans le cadre d'une opération idéologique qui a des objectifs bien précis. Et vous allez le voir, je vais vous dire quels sont ces objectifs dans un petit moment. Mais Mohamed Lamine Belghit est un soldat idéal pour ce courant-là dans cette offensive contre tout ce qui a un lien avec la France en Algérie. Pourquoi? Mohamed Lamine Belghit, il est de Tbessa. Il est né en 1956. C'est un fils du Shahid. Son père a été exécuté, a été tué pendant la guerre de libération nationale. Comme des milliers, pour ne pas dire des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont perdu un proche ou un parent durant la guerre de libération nationale. Qui d'entre nous, dans nos familles algériennes, n'a pas eu un moudjahed ou un shahid ou n'a pas connu une victime directe ou indirecte de la colonisation et de la lutte armée pour l'indépendance du pays? Sauf que Mohamed Lamine Belghit, il a construit son mythe et toute sa légitimité sur l'histoire terrible de son père, qui a été exécuté. Mohamed Lamine Belghit prétend toujours qu'il est orphelin, qu'il a toujours vécu orphelin. Et dans ses passages, à chaque fois, parce que c'est un chouchou des médias arabophones, c'est quelqu'un qui a étudié l'histoire, qui a grandi parti à Skikda, qui a étudié ensuite à Khajna, ensuite il a obtenu son premier diplôme universitaire à l'université de Constantine. Il a son premier diplôme dans l'histoire, mais il maîtrise une licence en histoire. Ensuite, il part à Alger pour faire un magistère en histoire. Et il devient, depuis 1987, un diplômé spécialisé dans l'histoire islamique. Tarikh islami. Et c'est un spécialiste, pas de la guerre de libération nationale. Ses études, il s'est orienté vers l'Andalousie. L'histoire du Maghreb et de l'Andalousie. Tarikh le Maghreb en général, pas le Maroc, le Maghreb. Ce que lui, il parle de Maghreb arabe, parce que pour lui, il n'y a pas d'Amazir, il n'y a que le Maghreb est uniquement arabe. Et il se prétend comme Mu'arrikh, le Maghreb al-Arabi ou l'Andalus, un historien spécialisé dans l'histoire du Maghreb arabe et l'histoire de l'Andalousie. Mais en 2003, il a été promu professeur de l'enseignement supérieur
Et en 2007, il a été pratiquement permanenté comme enseignant à l'université d'Alger. Et il a dirigé déjà ce monsieur que vous avez vu à Sky News, que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont découvert sur Sky News Arabe, est extrêmement connu dans le monde universitaire et dans le monde universitaire notamment, et dans le monde académique, et notamment dans les milieux arabophones et dans les milieux des partis, par rapport au parti Ba'ath, le parti en Irak et en Syrie, c'est-à-dire ce courant pan-nationaliste, pan-arabe, qui fait de l'arabité une cause sacrée, supérieure à toutes les autres, qui ne reconnaît pas la diversité des sociétés arabes et des sociétés du monde arabe. Pour lui, le monde arabe, c'est l'islam et l'arabité, ça s'arrête là. Pas de place aux minorités, pas de place à la diversité, pas de place à la pluralité. Il était connu au sein de l'université algérienne, notamment auprès des milieux arabophones, et d'ailleurs, il a été même le président du conseil scientifique de la faculté des sciences islamiques de l'université d'Alger, de 2011 à 2016. Donc, il a dirigé des études, il a dirigé des soutenances, il a dirigé des thèses universitaires. Et c'est un spécialiste, lui, il prétend être un spécialiste de l'histoire de l'islam et de l'histoire de la civilisation musulmane et de l'histoire de l'Andalousie et du Maghreb notamment. La présence musulmane ou la civilisation musulmane ou la civilisation islamique, chacun peut utiliser des concepts, on utilise des concepts différents selon les tendances idéologiques des uns et des autres, selon les positionnements idéologiques des uns et des autres, parce qu'il y a des historiens qui affirment, qui ont l'honnêteté de dire que la présence arabe au Maghreb, elle a été une forme de colonisation, qu'il y avait de la violence, qu'il y avait de l'esclavage, c'est une présence qui a été imposée aux habitants originaux de la région, et d'autres qui sont pas honnêtes, qui ont peur qui font partie de la doxa politique des pays, des États de la région, qui veulent nous faire croire que les Arabes sont venus tout miel, tout sucre dans la région du Maghreb et que les Berbères qui habitaient cette région les ont accueillis avec des bisous et des youyou. Ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, les historiens sont divisés sur cette question dans les pays maghrébins, y compris au Maroc, y compris en Tunisie. C'est un point extrêmement sensible, surtout en Tunisie et en Algérie. Il y a vraiment un point très sensible. Beaucoup ne veulent pas reconnaître, ne veulent pas comparer la présence arabe au Maghreb aux formes de colonisation ou de présence coloniale que la région a vécu avec d'autres puissances historiques ou avec d'autres civilisations comme les Romains, comme les Ottomans, comme les Français, etc. plus tard. Bon, c'est pas grave. Je comme les Séides, ce personnage, Mohamed Lamine Belrid, a construit sa légitimité sur l'histoire de son père. Comme c'est un fils de shahid, il a toujours accédé à tous les postes de pouvoir. En réalité, sur le plan académique, il a toujours été faible. Il a toujours été faible. Il n'a jamais été un grand spécialiste de la guerre de libération nationale. Mais comme l'histoire de son père, elle est touchante, exécutée, ou apparemment son corps aurait été déchiqueté sur 3 coins différents de l'Algérie. Donc il a une histoire terrible. L'histoire de son père lui a permis de rentrer par effraction dans le monde des historiens spécialisés de la guerre de libération nationale. D'ailleurs, il a collaboré avec la chaîne Biled, il a fait une série sur l'histoire de l'Algérie avec la chaîne Biled, etc. Et Oulef Chourour, de 2019 à 2024, il a fait pas mal d'interventions, et toujours ces interventions ont suscité la polémique. Quand il parle de l'émir Abdelkader, quand il parle de la guerre de libération nationale, par exemple, c'est pas la première fois qu'il suscite des polémiques. Par exemple, en 2021, en juin 2021, il a parlé d'Emir Abdelkader, il a donné des détails historiques totalement faux de l'histoire d'Emir Abdelkader. Ensuite, quand il parle du déclenchement de la guerre de libération nationale, toujours dans une émission sur Chourour en 2021, il dit que c'est Abdel Nasser qui a demandé à Ben Bella qui lui a donné le feu vert pour déclencher la guerre de libération nationale, laissant entendre que la guerre de libération en Algérie, c'est l'œuvre des services secrets égyptiens et c'est l'œuvre de Gamal Abdel Nasser, et que les Algériens ne sont pas autonomes, n'ont jamais été autonomes, qu'ils étaient quelque part des agents de l'Égypte qui voulaient sortir la France et libérer l'Algérie de la France pour la donner ensuite à l'Égypte. C'est ce qu'il a laissé entendre, mais il n'a pas dit tout ça, mais il a laissé entendre cela en faisant remarquer que c'est Abdel Nasser qui a donné le feu vert pour la révolution à Ben Bella. Bon, c'est-à-dire la révolution algérienne était inféodée, alors que la révolution algérienne n'était ni inféodée à personne, c'est une révolution populaire qui sort des entrailles du peuple algérien. Donc, ces prises de position et ces déclarations ont toujours suscité la polémique. Mais comme je vous disais, comme c'est un fils de shahid, et comme il a utilisé des fils de shahid en Algérie, malheureusement, ils ont un lobby très puissant au sein de l'État algérien. Surtout dont les parents ont été tués dans des conditions atroces durant la guerre de libération nationale. Ils utilisent le parcours et l'histoire terrestre de leur père et de leurs parents pour se construire une légitimité. Ils en font même un fonds de commerce.
D'ailleurs, Adam Lamine Belghit, il a fait un fonds de commerce avec l'histoire de son père. En 2024, il est parti sur le pleurer. Il a carrément pleuré sur la chaîne de télévision, sur le plan de la chaîne de télévision de Bilal. Yibki, on a côté team, on a ma'andi, je veux les Français, etc. En 2024, alors que dans notre culture algérienne, notamment, lui, il est de Tbessa, etc., il y a une certaine pudeur. Les gens de Tbessa peuvent vous le dire, comme tous les Algériens, quand nous avons un drame personnel, c'est très rare où un Algérien peut dépasser cette pudeur pour aller raconter sa vie privée sur les chaînes de télévision, d'autant plus que ce drame est survenu durant la guerre de libération nationale. Mais bon, il a toujours utilisé l'histoire de son père comme un fonds de commerce. C'est ce qui lui a permis d'accéder à des postes prestigieux au sein de l'université algérienne. Il a toujours été utilisé, invité, on lui a toujours déroulé le tapis rouge à chaque fois qu'il y avait un événement historique en Algérie. Allez voir l'Horizon, Moudjahid, le NTV, l'APS, quand il s'agit de commémorer les événements du 6 mai, du 8 mai 45, quand il s'agit de parler de certains événements importants de la guerre de libération nationale, les congrès, les journées universitaires, il est toujours à la une. Les salons du livre d'Alger, ces livres sont publiés rapidement, promus, traduits dans plusieurs langues, alors que leur fondement scientifique a toujours été contesté par d'autres historiens algériens. Mais c'est pas grave. Pourquoi Mohamed Lamine Belghit est utilisé ou a été utilisé médiatiquement et politiquement, surtout de 2019 à 2024. C'est là où il s'est fait le plus connaître, durant la crise politique du Hirak. Parce qu'avant 2019, il n'était pas un personnage médiatique. Mais de 2019 à 2024, partout, Chourouk, Nahar, Biled, les congrès, l'université. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait lancé un projet idéologique avec le courant Badissi al-Novembaria qui a été utilisé pour éliminer et diviser, écraser le Hirak. Badissi al-Novembaria, on en a déjà parlé. En résumé, c'est quoi? C'est les conservateurs religieux qui se prétendent de l'héritage de ulama al-Muslimin, plus des nationalistes arabisants et arabophones ba'thistes, c'est-à-dire du parti Ba'th, le panarabisme ancien, etc., qui ont fait alliance en Algérie, qui ont fait alliance pour diaboliser, pour lutter, pour éliminer tout ce qui est berbère, tout ce qui est kabyle, tout ce qui est francophone. Voilà les trois dimensions qui les dérangent. À l'enclenchement, ce mouvement, il existait un peu avant 2019, mais c'était des idées, il n'était pas structuré. Après la crise politique de 2019, à l'époque de Gaïd Salah, Wassine Bouazza et les services secrets algériens à l'époque, où l'entourage, l'état-major de Gaïd Salah, ont décidé de structurer ce mouvement. Pourquoi? C'est-à-dire récupérer les Mohamed Lamine Belghit, les Kettel, les Rafel Habs, Kettel, comment il s'appelle Kettel avec le journaliste, les Rafel Habs, etc. Voilà, Nourdin Kettel. Ils ont utilisé, ils ont créé des visages médiatiques, des intellectuels arabophones et arabisants, ils les ont rassemblés alors que beaucoup d'entre eux sont pas islamistes, ils sont juste nationalistes, arabisants, ils croient aux idées du parti du ba'thisme, c'est-à-dire voilà l'unité du monde arabe, une seule langue, une seule race, pas encore une fois retrouver la gloire du monde arabe à travers le nationalisme, à travers non seulement la dimension religieuse, mais parce que le ba'thisme il est de gauche. C'est pas un mouvement islamiste. À l'origine, le ba'thisme, c'est le socialisme, c'est même le marxisme. Mais c'est l'unité du monde arabe à travers l'arabité. Les arabisants ont fait alliance avec les conservateurs qui sont islamistes, dont certains ont même été pendant les années 90 avec le fils, mais qui se sont éloignés du vif parce que c'est pas des islamistes djihadistes, c'est des islamistes light. On les appelle les islamistes light. C'est-à-dire c'est des islamistes de seconde souche, pas de pure souche, qui ont une autre stratégie, qui n'appellent pas la violence. Ils veulent changer le pouvoir en pénétrant le pouvoir, en manipulant le pouvoir de l'intérieur. Donc il y a tous les islamistes et les nationalistes arabes qui haïssent les minorités, qui haïssent la différence, ont fait alliance, ils ont créé un concept, Novembaria el-Badissia, en faisant croire aux Algériennes et aux Algériens que les cofondateurs de l'État algérien moderne,
que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée grâce aux partisans de la langue arabe, de l'arabité, de l'islam comme fondement de la société, et que tout ce qui est francophone, etc., c'est les séquelles, c'est les résidus de la colonisation. Alors qu'on sait tous que ils ont voulu falsifier l'histoire de l'Algérie parce que la guerre de libération nationale, les ulama al-muslimin, les mouvements religieux n'ont joué aucun rôle, ils n'ont même pas soutenu la révolution, ils étaient même, une partie d'entre eux étaient même contre cette révolution, contre cette mouvance, contre le mouvement armé. De deux, la majorité des pères fondateurs de la révolution algérienne étaient davantage des francophones, des gens de gauche, et très ouverts d'esprit, et très peu d'entre eux étaient des arabisants et des partisans du Ba'ath ou du Ba'athisme, ou là des partisans excessivement religieux. Et ça, vous pouvez, il y a suffisamment d'éléments biographiques et bibliographiques qui démontrent la justesse des propos que je viens de tenir. Mais le problème, c'est quoi? En 2019, ils se sont structurés pour s'attaquer à trois choses, encore une fois. Les Kabyles, les Berbères en général et les Amazirs en général, et les francophones. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils ont à juste titre, que en Algérie, l'esprit critique, d'abord au sein de la société, c'est beaucoup plus les francophones. Parce que quand on est francophone en Algérie, comme il n'y a pas beaucoup d'anglophones en Algérie, comme il y a pratiquement très peu d'anglophones, le français permet d'avoir une ouverture sur l'international. Et d'avoir des connexions avec la presse francophone internationale. Et d'accéder à des idées critiques, à d'autres idéologies, à d'autres idées, à d'autres ouvertures d'esprit. Il y a un style de vie différent de celui que les conservateurs religieux et les arabisants veulent imposer à la société algérienne. De un. Les Kabyles ont soupçonné, comme le Hirak était pratiquement né à Khrata en Kabylie, etc., on a toujours soupçonné la Kabylie d'utiliser le Hirak pour ensuite arracher son indépendance, ou son autonomie, ou imposer une kabylisation du pouvoir, etc. Donc la Kabylie faisait énormément peur à ce courant, et plus la Kabylie, 70% de la diaspora algérienne en France, entre 60, il n'y a pas de statistiques qui le prouvent, mais un constat empirique qui est très facile à faire, entre 60 à 70% des demandeurs de visa pour la France en Algérie viennent de Kabylie, et entre 50 à 60%, voire jusqu'à 70% des Algériens qui se sont installés en France sont d'origine kabyle. Donc la Kabylie, c'est la région qui entretient le plus de liens humains et historiques avec la France. Et le nombre de francophones le plus important au pays et au centre du pays, ou en Kabylie, ou à la capitale, où ils sont d'origine kabyle, ou ce sont des Kabyles qui sont installés à Alger, mais c'est la région où on parle le plus le français. Et là où on parle le français, là où on est kabyle, là où on est amazigh, donc on est différent, on n'est pas pour l'idéologie dominante, l'arabe comme langue officielle uniquement, nous sommes arabes et musulmans uniquement, alors qu'en Kabylie, il n'y a pas que des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des protestants. La Kabylie incarne cette Algérie diversifiée, cette Algérie combattante, cette Algérie critique, cette Algérie qui est une mosaïque, cette Algérie ouverte sur le reste du monde, cette Algérie connectée à la mondialisation, à travers sa diaspora, à travers son ouverture d'esprit, cette Algérie où la femme peut porter une mini-jupe, où la femme peut porter le voile intégral, si elle le veut, si la femme elle peut participer à un film, comme elle peut ne pas voir un film, la femme qui peut tout faire, rentrer dans un café comme ne pas rentrer dans un café. C'est l'Algérie du vivre ensemble, l'Algérie moderne. La Kabylie est un concentré de la modernité à laquelle aspire l'Algérie. Faut dire la vérité, ni plus ni moins. C'est ça la réalité, et ça les dérangeait. Ils avaient d'abord, il faut savoir que Gaïd Saleh, avant même le Hirak, son obsession, sa peur, c'était que Ahmed Ouihia devienne président. Gaïd Saleh, en 2018, et un jour, il faudra qu'on raconte cette histoire. De 2017 à 2019, Gaïd Saleh a tout fait pour bloquer, pour que Ahmed Ouihia ne devienne pas successeur à Abdelaziz Bouteflika. Il le détestait. Au point où des personnes sont parties voir Gaïd Saleh pour lui dire « Mais pourquoi tu le détestes à ce point ?» Et toutes les personnes qui ont rencontré Gaïd Saleh me l'ont dit, moi personnellement, l'ont dit à Abdou, on a toujours senti un côté irrationnel. En réalité, il n'aimait pas Ouihia parce qu'Ouihia était un Kabyle. Et Gaïd Saleh avait peur qu'un Kabyle devienne président. Avant le Hirak, quand le Hirak a démarré, la Kabylie, la Kabylie, l'amazirité, l'esprit critique, la francophonie de certaines élites qui menaient le combat au sein du Hirak, et la connexion entre le Hirak d'Algérie et la diaspora algérienne en France a fait énormément peur au pouvoir algérien. Donc, le pouvoir algérien à l'époque Gaïd Saleh s'était rapproché. Gaïd Saleh s'était éloigné du courant. Le pouvoir algérien a deux courants. Le courant, ce qu'on appelle les courants éradicateurs, les courants anti-islamistes, républicains,
éradicateur, aucun compromis, aucune concession avec les islamistes, aucun compromis avec l'idéologie religieuse et arabisante. C'était les généraux des années 90, essentiellement des francophones. Ils ont tous fait l'armée française et ils se sont tous intégrés ensuite l'armée nationale de libération nationale plus tard, au cours de la guerre ou juste après la guerre. Et c'est eux qui ont créé, quelque part, qui ont permis de façonner l'armée nationale et populaire après l'indépendance du pays. Les Khaled Nazar, leur symbole c'est Khaled Nazar, Mohamed Touati, l'Arbi Belkhair, etc., etc. Donc c'est le courant éradicateur républicain qui sont beaucoup plus francophones et qui sont anti-islamistes et qui ont un regard très critique sur tout ce qui est arabisant, tout ce qui vient du Moyen-Orient. Ils se méfient. L'autre courant, c'est le courant moyen-orientaliste au départ, le rapprochement avec l'Égypte, le rapprochement avec l'Irak, le baathisme, l'arabité, l'arabisation forcée, etc., auquel Boumediene était un peu proche, Boumediene a pris ses distances, mais ce courant continue d'exister. Et Gaïd Salah fait partie beaucoup plus de ce courant-là, il est beaucoup plus proche de ce courant-là. Donc, en 2019, le courant éradicateur, l'emprisonnement de Général Toufir, les condamnations, la traque de Général Khaled Nazar, Mohamed Jebaï l'ont mis en prison, le courant éradicateur républicain francophone, a reculé au détriment d'un courant de Gaïd Salah qui a fait alliance avec Al-Badissi et Novembaria pour asseoir sa légitimité. Quand Gaïd Salah est mort, avec l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengriha, le chef, le patron de l'armée algérienne, il est lui-même membre du courant anti-républicain, anti-islamiste, éradicateur. Et lui-même est un francophone, lui-même est il est pas du tout religieux, il est extrêmement ouvert d'esprit, c'est pratiquement un laïc, il est très laïque, c'est Chengriha, et il a un rapport décomplexé avec il est beaucoup plus proche du monde occidental, que ce soit la culture russe ou la culture occidentale, mais c'est pas du tout quelqu'un qui est proche idéologiquement, là, il n'a pas d'affinité avec tout ce qui vient du Moyen-Orient et tout ce qui vient du monde islamique. Donc, grâce à Saïd Chengriha, le courant républicain est revenu pour écraser, pour lutter contre le courant Badissi et Novembaria qui a ensuite commencé à décliner, mais qui est resté au sein du pouvoir algérien, puisque Abdelmajid Tebboune a fait l'arbitre entre les deux courants. Dans l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, il y a beaucoup de partisans et d'acteurs de la Badissi et Novembaria, comme il y a des éradicateurs et des républicains. Abdelmajid Tebboune, il a eu l'intelligence d'utiliser les deux courants. Tout en étant l'arbitre, il les a utilisés les deux pour asseoir sa légitimité. La crise avec la France, à chaque fois qu'il y a une crise avec la France, le courant, Badissi et Novembaria, les arabisants religieux, ils sont des islamistes, mais comme l'islamisme en Algérie, ça fait peur à cause de la décennie noire, et ça, c'est effrayant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de les islamistes? Ils se cachent derrière le Badissi et Novembaria. Ils disent que nous ne sommes pas des islamistes, nous sommes les descendants d'Al-Umama, nous sommes des Badissiyides. Alors qu'au fond, ce sont des islamistes. Eux-mêmes, ils n'aiment pas les Badissiens. Donc, il y a les islamistes et les conservateurs, les islamistes déguisés en conservateurs et les nationalistes arabisants, hostiles ou haineux et racistes à l'égard de la Kabylie et de la Mazérité. Kabylie particulièrement, Amazérité dans sa plus large expression. Ils essayent à chaque fois de pousser Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens d'aller vers une crise avec la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours rêvé de réaliser leur projet idéologique qui a commencé en 2019 et qui a échoué avec la consolidation du pouvoir de Saïd Chengriha à la tête de l'armée algérienne entre 2021 et 2022 et l'élimination de tous les officiers qui étaient proches de Gaïd Salah et qui étaient des collaborateurs fidèles à Gaïd Salah, c'est d'éliminer, de faire de l'Algérie un pays purement arabophone, purement musulman, purement conservateur sur le plan religieux et purement anti-français. Parce que pour eux, tout ce qui est francophone, c'est encore une fois l'esprit critique, la subversion, la remise en cause de leurs dogmes, ça empêche leur pouvoir d'être instauré et ça donne de la visibilité aux minorités qui n'intègrent pas leurs dogmes, qui n'intègrent pas leur doctrine, notamment les Kabyles et les Berbères en général. C'est la vérité. C'est ça, Mohamed Lamine Belghit n'est que le syndrome de cette crise. Mohamed Lamine Belghit n'est que l'ambassadeur de ce projet idéologique qui vise à éliminer tout ce qui est kabyle, tout ce qui est amazigh, tout ce qui est francophone de l'Algérie. Parce que pour eux, quand on impose le conservatisme religieux, quand on impose l'arabisation forcée, et quand on impose le sentiment anti-français dans le pays,
on va éliminer l'esprit critique, on va réduire l'opposition démocratique parce que les partis de l'opposition démocratique comme le FFS, le LCD sont majoritairement liés à la Kabylie, c'est majoritairement francophone et ouvert d'esprit. Donc le recul du courant démocratique et progressiste, pour eux, il va de pair avec le recul de la mazérité et de la francophonie en Algérie. C'est un projet purement idéologique. Ils veulent effacer notre histoire. Ils veulent effacer notre identité pour asseoir leur pouvoir et créer une dictature ba'athiste comme en Syrie, comme en Irak dans les années 70 et dans les années 60. C'est ça la vérité qui se cache derrière la polémique de Mohamed Lamine Belghit et c'est ça la vérité qui se cache derrière la crise avec la France.